Hey, bonsoir la gang! Bienvenue à notre 5e épisode, en fait, de Vraie vie de chien, donc notre podcast canin. Aujourd'hui, on est avec Julia, Allô! qui est la propriétaire de Le Bon Clébard, en fait, Julia est intervenante canin. Donc, elle est basée à Montréal. Donc, elle voit vraiment, en fait, tout ce qui est les cas, entre guillemets, là, les problématiques au niveau urbain. Donc, c'est vraiment un peu ce qu'on va aller aborder aujourd'hui. On veut aller, en fait, montrer les deux facettes de la médaille de, tu sais, on sait toutes, là, on en connaît toutes des chiens réactifs. Vous êtes peut-être propriétaire d'eux. Moi, je le suis. Je pense que ça touche quand même là, beaucoup, beaucoup de personnes. Mais d'aller voir un peu c'est quoi les enjeux quand on habite dans une grosse ville, dans une ville vraiment comme Montréal, où on n'a peut-être pas nécessairement accès à des endroits lousses, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions, beaucoup d'autres chiens, beaucoup de gens, beaucoup de nationalités, beaucoup de choses là, qui pourraient peut-être stresser un peu plus le chien. Donc, on embarque ça. On va commencer avec Julia et ses présentations, en fait, qui va vous parler un peu d'elle, son parcours. Puis après la gang, on start ça. OK, donc allô à tout le monde. Comme Samantha a mentionné, je m'appelle Julia. Je suis intervenante en comportement canin et j'exerce mon métier là, majoritairement dans la ville de Montréal. Comme on a dit, dans le fond, je trouve que le plus gros enjeu en vivant en milieu urbain, ben, c'est vraiment souvent les chiens qui peuvent être réactifs. Donc, réactifs par frustration, par exemple, réactifs par peur, réactifs par prédation, les chiens qui vivent du stress, qui sont sensibles au bruit, puis tout ça. Donc, je vois énormément de chiens que, de par le fait qu'ils vivent dans un environnement comme celui-là, qui a un achalandage constant, ben, ils sont touchés directement là, par l'enjeu qui habite en ville. OK. Puis, mettons, toi, là, c'est qui Julia dans la vie? Tu viens d'où? Ben, je viens de l'Œillardeur, en fait. Okay. J'ai déménagé à Montréal depuis, je dirais, plusieurs années, depuis que j'ai peut-être 18 ans. Donc, je travaille à Montréal et j'y habite depuis vraiment longtemps. OK. Puis, j'exerce le métier d'éducatrice canine depuis aussi les dernières années, là, je dirais à peu près 6 ans au moins, à Montréal. Et c'est ça. Donc, au niveau de mes études, tout a commencé par... Bon, comme la majorité des gens qui travaillent avec des animaux, tout a commencé par une passion des animaux, ne sachant pas trop où s'enligner et quoi faire. Quand j'étais plus petite, ben, encore une fois, comme la majorité des rêves de jeunes filles, je voulais être vétérinaire! Je voulais être vétérinaire! Tout ça, mais ça a commencé vraiment là, avec un AEP, donc une attestation d'études professionnelles en soins animaliers que j'ai fait à Gatineau. OK. Ça, c'est pour travailler habituellement, mettons, les animalières en clinique, mettons? Ben, ça touchait à beaucoup de choses. Ça touchait au comportement, ça touchait au toilettage, ça touchait aux races, ça touchait au refuge, ça touchait justement, tout ce qui était plus soins, justement, comme vétérinaire, là. OK. Fait que ça touche un peu à tout. C'est comme un peu pour te montrer un peu tout ce qui... le monde canin un peu contient. Ouais, on voyait aussi même les poissons, reptiles, puis tout ça. C'était vraiment comme les animaux. Tu voyais-tu les races de poissons? Non, pas tant. Okay, bon. Je pense qu'on voyait plus, mettons, les environnements, puis, tu sais, les différents paramètres, aquariums, des affaires comme ça, là. C'est vraiment pas ça qui m'intéressait. Voilà. C'était vraiment pas ça qui m'allumait. Puis tout ça, fait que j'ai déménagé à Gatineau, toute seule. J'étais allée là-bas faire mon AEP. Puis, en faisant mon AEP, puis j'ai jamais été une fille là, qui aimait full ça, l'école, là. Honnêtement, là, j'ai jamais été quelqu'un qui avait des grandes notes à l'école. Je suis quelqu'un qui aimait pas l'école, que si je pouvais manquer l'école, je le faisais. Ah ouais, tu l'as fait. Ouais, un peu rebelle, tu sais, mettons. Mais quand j'ai commencé à faire des études vraiment plus dans un domaine qui m'intéressait, comme justement mon AEP, ben je pétais des scores, tu sais. OK. Mais même... c'est ça, on dirait dans quoi qu'on aime, c'est beaucoup moins pire d'aller travailler que, tu sais, mettons, quelqu'un qui va être médecin, on s'entend que, tu sais, ça doit pas être tous les cours sciences nature, ou je sais pas c'est quoi, ça va pas se rendre là. Ouais, c'est ça. Tandis que, tu sais, quand t'arrives dans ton métier, dans tes trucs, ben, tu sais, je pense qu'on est beaucoup plus, en tout cas, enclin et plus intéressé. J'ose espérer. Ouais, puis je performais plus, puis j'étudiais moins, parce que j'étais comme full passionnée par la matière, mais encore plus par l'aspect comportement de mon cours. Tu sais, c'était vraiment ça qui m'a allumé. Fait que c'est ça qui t'a allumé un peu la lumière de genre, tu sais, j'irais peut-être plus en comportement qu'en poisson, tu sais. Oui, définitivement. Définitivement, là. Non, j'ai vraiment plus en comportement canin. Puis, tu sais, à la fin de l'AEP, là, ils demandaient de faire un stage, justement, par rapport à la branche qui t'avait intéressé plus, qui t'avait allumé le plus. Puis, moi, j'avais décidé de faire un stage, justement, comme patrouilleur à la SPCA de Montréal.
OK. Fait que ça, c'est pour valider les médailles. Non, en fait, c'est pas la patrouille de la ville, c'est pas exactement la même chose. La patrouille de Montréal, de la SPCA de Montréal, c'est vraiment ceux qui vont venir prendre en charge, qui vont aller chercher les animaux errants, blessés, qui vont faire les saisies, les prises en charge. Donc, un peu tout ça, là. Je pense pas qu'ils peuvent donner de contravention, mais je suis pas certaine, là, vu que c'est quand même un petit stage. Puis il y avait une autre partie aussi là, en refuge, là, donc tout ce qui était par rapport au métier, si on veut, d'animalier. Donc le nettoyage des cages, l'entretien, s'occuper des animaux à l'adoption, s'occuper des animaux dans les différentes salles. Puis après ça, ben, j'ai commencé là, à me spécialiser un petit peu plus dans le comportement canin. Donc j'ai accumulé les formations, j'ai travaillé comme promeneuse de chiens, j'ai travaillé dans un salon de toilettage, j'ai travaillé dans un refuge, j'ai travaillé au Pro Anima, qui était anciennement un service animalier de la Rive-Sud. En tout cas, maintenant c'est le Pro Anima, donc c'est un refuge sur la Rive-Sud. J'ai travaillé quand même là longtemps en étant patrouilleuse aussi. Donc tout ce qui était saisie, j'imagine, mais ça dans un petit... j'avais mon F-150. Camion avec un petit calotte beige. J'avais un petit calotte, j'avais mon gros truck. Puis genre, j'allais vraiment... de même, pas de même. Non, de même. De même. Puis genre, ben tu sais, il y avait comme plein de sphères à ce métier, tu sais, ce travail-là qui était pas le fun. Je pense que c'était une partie de ma vie là, que j'ai pas été bien parce que, de un, je ramassais des animaux errants qui avaient été abandonnés. Là. On n'a pas de chiens errants au Québec. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que des chiens vraiment mal en point, des chiens enchaînés à des endroits, des chiens malades, des chiens blessés, des chats que je devais prendre la décision d'euthanasier. Des animaux morts. C'est toi qui avais le verdict. Oh là là! Ouais, ben tu sais, quand le chat, il saigne des yeux, du nez puis de la bouche parce qu'il vient de se faire frapper, ben il n'y a pas vraiment d'autres options. Non, là. Oh là là. Donc c'est ça, tu sais, des chiens qui... le maître venait de décéder ou ça faisait des semaines qu'il était décédé puis le chien était encore enfermé dans la maison. C'était nous qui s'occupions de ça. Hey, ça doit être trash, là. Oh là là! Tu sais, on en a des histoires, là, comme des histoires d'horreur. Puis c'était... J'ai été comme... J'ai fait face à des cas d'animaux blessés, des animaux maltraités, de négligence qui sont tellement venus me toucher. Là, je suis vraiment devenue pas bien que j'ai dû quitter, là, en fait. Là. Clairement, je pourrais pas être une ambulancière pour humains, là. Elle arrive sur une scène, oh non. Appelez quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, ça m'a vraiment rendue malheureuse. Puis j'étais comme, hey, dans le fond, c'est pas ça que je veux, là, travailler avec des animaux parce qu'ils viennent se faire frapper ou ramasser une moufette ou travailler parce que les personnes, tu sais, c'est déjà arrivé un cas où la police m'a appelé en plein milieu de la nuit. Je devais faire une intervention. Parce que la famille avait appelé la police en plein milieu de la nuit. Ouais, on est enfermés dans notre chambre parce que notre chien essaie de nous attaquer tout d'un coup, tu sais. Mais le chien s'était claqué une crise d'épilepsie, puis genre, il essayait de snapper tout ce qui était à proximité. Fait que la famille avait super peur, tu sais, puis il s'était caché. Puis en travaillant dans les refuges, ben il y avait une grande partie où tu étais sur appel. Même si tu avais fait ton chiffre de jour, tu avais un téléphone, puis les seules personnes qui pouvaient t'appeler, c'était les policiers de la ville de Longueuil. Fait que, tu sais, tout ce qui était cas, justement, de chiens dangereux, de saisie ou de quoi que ce soit, ou même tout ce qui était qui touchait la sécurité publique, fallait que j'y aille. Tu sais, moi, fallait que j'y aille. J'avais pas d'outils nécessairement, là. J'ai pas de gun, j'ai pas de matraque, j'ai juste, genre, ma pôle, puis genre, ça fait 2 heures que je dors, non, c'est ça. Ouais. Pas t'es fêté trop non plus, hein? Non, définitivement. Fait que c'est ça. Fait qu'encore une fois, j'étais comme, hey, j'ai pas envie de travailler avec des animaux qui sont malades, blessés, ou que, tu sais, oui, c'est correct de faire sa part, puis pas de faire sa part, mais c'est ça. De faire une différence, mais c'était pas pour moi. Fait qu'encore une fois, j'ai continué à me spécialiser dans les formations plus de comportement canin, donc avec Joël Dehaas, avec Simone, avec Jean Lessard, avec Zuzia, donc j'ai accumulé j'ai accumulé beaucoup de formations, puis j'ai commencé, c'est ça, à prendre plus de cas, puis ensuite, j'ai travaillé avec Domaine de maître, encore plus de cas, puis j'ai éventuellement parti ma compagnie. OK. Puis, on me chuchote à l'oreille que tu aurais passé à la TV. Oui, j'ai pris des contrats de télévision, donc pour ceux qui l'ont vu ou pas, j'ai fait plusieurs émissions, Les super-héros des animaux, ça s'appelait. Donc, c'était une émission qui venait suivre plusieurs intervenants, donc moi, je couvrais la partie, bien sûr, intervenants en comportement canin. Il y avait des intervenants en comportement félin, équin, aviaire. Donc, il y avait Andréane Garneau qui... C'est les poules, ça? Non, aviaire, c'est les oiseaux. Oh. J'étais proche. T'étais proche! Il y avait une partie poule. Moi, j'ai juste pensé à grippe aviaire. Je te laisse pas la poule folle. Non, c'est la vache folle, mais grippe aviaire, c'est le poulet. Je sais pas, en tout cas. Moi, c'est aviaire. Moi, je dis pas comme du monde, là, ça se peut, là, dans le fond.
Mais bref, il y avait plusieurs animaux. Il y avait des oiseaux, puis c'était tous des intervenants. Puis dans le fond, l'émission, c'est que l'équipe nous suivait dans nos interventions. Fait que, comment que j'intervenais. Sont-ils dérangeants ou sont-ils là avec la grosse caméra? Oui, ils sont dérangeants. Ils sont dérangeants. Fallait qu'on répète souvent. Tu sais, mettons, j'étais en train de faire une intervention, j'expliquais quelque chose. Mais faut tasser ça parce que ça marche pas dans l'environnement. Ou tu peux-tu le réexpliquer comme ça? Mais ça devait pas être des cas de réactivité? Sûrement, c'est épeurant quand même pour le chien. Là, non, c'est ça. C'était pas des gros cas de réactivité envers les étrangers parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. C'était plus des... Tu sais, on avait un pug qui mangeait les déchets. Oui, on avait un pug qui mangeait les déchets, les culottes de quelqu'un, les petites culottes. Ah ben oui, mais ça, c'est... ça, je pense que c'est classique pug, là. Excusez-moi, pardon. Ouais, on avait un grand Danois qui avait de la difficulté avec la solitude, faisait de la destruction, puis manipulation, donc tout ce qui était soins, là, soins coopératifs, trucs comme ça. Ouais, exact. On avait un autre chihuahua aussi qui avait de la difficulté avec les soins coopératifs. On avait... qui d'autre qu'on a fait? On en a fait quelques-uns, là. Bref, ça touchait un peu de tout, mais pas réactivité. Ouais. On avait un braque de Weimar, en fait, qui était une de mes anciennes clientes également, qui était réactive, mais réactive aux chiens, pour les humains. Fait que, ça allait quand même. Puis on avait aussi un autre grand Danois, là, qui était... qui faisait la protection de ressources. Donc, il essayait aussi de jumeler les différents cas, là, pour que ça soit pas toute la même chose, là. Exactement, qui était aussi un métier. Crime. Ouais. Puis sinon, j'ai passé à Radio-Canada pour une chronique deux fois pour une chronique par rapport aux chiens dans le métro. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis... parce que là, ils peuvent aller dans le métro, mais avec port de muselière. Port de muselière, exactement. Au début, il y avait des heures particulières que tu pouvais y aller. Ah, ouais. Puis maintenant, là, ils ont débloqué ça à toutes les heures de la journée parce que, d'après moi, il n'y a pas de temps d'achalandage là, pour les chiens dans le métro. Là. C'est quand même de la job là, d'entraîner ça. Puis sinon, il y a la dernière émission que j'ai faite aussi, c'était pour une capsule pour Canal Vie, si je ne me trompe pas. Non, ça n'existe plus. C'est ça que j'allais dire, ça existe encore. Sur les refuges, là. Pas sur les refuges, sur les pensions canines, là. Comment faire pour choisir les pensions canines. OK. Fait quand même. Puis t'as aimé ça, cette expérience-là? Oui, c'est stressant, là, d'avoir une caméra dans le visage, d'être sûr de dire les bons mots, puis d'être sûr de porter le bon discours, puis de partager la bonne information, puis j'avoue, c'est comme touchy, parce que là, c'est at large. Oui, c'est ça. Puis, je suis quand même facile de m'enfarger dans les mots, là. Bon, ben, OK. Fait que beau parcours, ma chère Julia. Fait que là, on embarquera dans le fond sur le sujet un peu qu'on voulait amener, qui est, dans le fond, la réactivité. C'est sûr que, tu touches à d'autres cas dans ton métier, mais là, on va essayer d'aller vraiment plus au niveau du podcast pour la réactivité dans un milieu urbain. Est-ce que c'est de quoi qu'il y a beaucoup à Montréal? Oui, je te dirais que... 80% de mes cas, peut-être, les chiens sont réactifs. Puis même des fois, si c'est pas initialement la raison pour laquelle les clients me contactent, je vois de la réactivité. Puis on doit l'aborder. C'est-tu principalement réactivité humain ou c'est plus chien? Je dirais plus chien que humain, mais il y en a quand même beaucoup d'humains. Puis encore une fois, beaucoup, peut-être plus chez les petits chiens, que des petits chiens qui vont avoir peur des humains, qui vont être réactifs envers les humains, mais que c'est pas nécessairement pour ça que je suis là initialement. OK, puis finalement, tu te rends compte que, mais vu que c'est des petits chiens, les gens sont moins portés à le prendre en considération. Tu sais, si après ça, t'as comme si tu veux ton chien, c'est normal, il jappe. C'est ça, mais après ça, si ton chien, ton berger allemand, il est plus réactif envers les étrangers, ça se remarque plus. Ouais, c'est ça. On ne s'en dit rien. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que selon toi, le fait que ça soit à Montréal, mais là, on parle, mettons, on dit Montréal, mais mettons une grosse ville où il y a beaucoup de gens, beaucoup d'autres chiens, beaucoup de stimulation, beaucoup de concerts, il y a beaucoup de monde en poussette, il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de monde, des fois, accoutré un peu bizarre. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est plus enclin à avoir de la réactivité à cause de ça? Est-ce que tu dirais, mettons, que pourquoi il y en a beaucoup à Montréal? Ben, je dirais que c'est à cause de l'achalandage constant. Donc, tu sais, Montréal, c'est large, là. On va parler, mettons, dans les quartiers qui sont vraiment plus occupés. C'est que souvent, même à toute heure, que de tôt le matin à tard le soir, ben, il y a vraiment beaucoup d'achalandage. Puis quand je parle d'achalandage, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de chiens, beaucoup de bruit, beaucoup de construction, beaucoup de véhicules, beaucoup de gros véhicules, beaucoup d'autobus de ville. L'été, après ça, on vient amplifier ça x10, donc beaucoup de skates, de trottinettes, de vélos, de bruit. Puis ce qui arrive aussi, c'est que
même dans nos espaces verts, nos parcs, on a des beaux parcs à Montréal, mais la majorité sont très urbanisés, puis plus le parc est beau, plus le parc est grand, puis plus il y a de monde. Fait qu'au final, tu sais, ici, mettons, moi, à mon Saint-Étienne Town, moi, je me dis, OK, tu sais, si Balloon, il est vraiment, tu sais, Balloon, il est rendu moins pire, mais mettons que dans les débuts de la réactivité avec Balloon, ben, tu sais, je choisissais mes moments pour dire, OK, ben, tu sais, je vais aller marcher plus de soir, je vais aller marcher plus de jours, parce que je sais que c'est pas là que l'autobus arrive, qu'il y a la trolley d'enfants, puis que tout le monde sort promener leur chien avant leur émission, mettons. Là. Fait que ça, c'est qu'on peut pas le faire à Montréal, en fait, parce que c'est comme, il y a tout le temps quelqu'un, il y a tout le temps d'autres chiens, t'es quasiment assuré de croiser un déclencheur ou un trigger. Là. Ben, c'est possible de le faire. Puis c'est ce que je conseille à mes clients aussi, là, dans le sens que, oui, il faut sortir à des moments moins achalandés parce que, oui, il y a des pics d'achalandage à Montréal, là, justement, quand les gens reviennent de travailler, quand ils s'en vont travailler, des fois à l'heure du dîner, ou ce que, justement, tout le monde sort en même temps pour aller chercher un café ou de la nourriture ou quoi que ce soit, ou promener leur chien. Maintenant que tout le monde est en télétravail aussi. Oui, il y a des achalandages, mais ça devient quand même plus difficile parce que le chien, des fois, est quand même trop exposé au déclencheur. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de façon d'être mis dans sa zone confortable. Il est tout de suite quasiment dans le jaune ou voire dans le rouge. Oui, exactement. Fait que c'est plus difficile à ce moment-là. Puis après ça, ben, de venir dire, OK, ben, je vais aller dans un quartier différent qui est moins achalandé ou un endroit de mon quartier qui est différent ou carrément, justement, faire un peu de route. Ben, à Montréal, ce qui se passe, c'est que c'est une ville qui est très accessible niveau transport en commun. Donc, beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture nécessairement. Ah ben oui, donc, ils circulent à pied ou justement à vélo ou d'autres transports. Donc, de prendre la voiture et se déplacer pour offrir la possibilité à son chien, justement, d'être moins exposé, des fois, c'est pas une option. Non, c'est ça, parce qu'ils ne peuvent juste pas. Puis même, des fois, ils ont, prend un communauto, ils n'ont pas de permis. Ah, donc, oui. c'est pas nécessaire. Prendre des taxis, prendre des enfants de même, c'est comme tout le temps touchy, parce que c'est le chien peut... oui, c'est pas tous les taxis qui acceptent. Après ça, tu sais, c'est des sous, là. Ouais, quand même, c'est ça. Ouais. Fait que, je dis pas que c'est tout le monde qui a pas de voiture, mais je dis que ça peut souvent, quand même c'est vrai qu'à Montréal, souvent, tout se fait quasiment en transport en commun ou à la marche. Fait que c'est pas ceux qui ont le plus, là. OK, fait que c'est plus compliqué souvent à cause de, mettons, ces problématiques-là. Ouais, puis si on prend, par exemple, un chien qui est réactif, par exemple, aux autres chiens ou même aux humains, ben de venir se mettre en scénario d'entraînement contrôlé où est-ce qu'on veut l'exposer à peut-être un seul déclencheur. C'est vraiment difficile à mettre en place. Il y en a juste un. Exactement. Il y en a peut-être 40 qui arrivent. C'est ça, tu sais, il va y avoir des... Fait que c'est hyper difficile de faire comme, OK, ben on veut vraiment travailler dans la zone verte du chien, on veut vraiment travailler à l'exposer graduellement puis hyper progressivement, mais c'est difficile de le faire étant donné que l'achalandage est constamment élevé. Là. Oui. Ah, bateau. Puis ça, tu dirais-tu, c'est... Tu sais, mettons, c'est quoi le plus gros défi? Tu sais, mettons, moi, je t'appelle, je suis comme, hey, tu sais, comme mon chien est réactif, faut qu'il est réactif aux étrangers, on va dire. Puis là, mettons, je suis en contact, là, c'est quoi ton premier enfant que tu vas faire comme... OK, moi, j'habite dans le pont de Montréal, là. C'est à Sainte-Catherine. Y a-tu des logements à Sainte-Catherine? Oui. Moi, j'habite là. Oui. Petit, pas un fun fact, c'est vraiment pas un fun fact. C'est un bad fact. J'ai une cliente que je travaille la réactivité de son chien, également humain et chien, qui habite sur Sainte-Cat, c'est drôle que tu mentionnes, qui m'a écrit cette semaine que son chien s'est fait attaquer pendant qu'elle était en train de ramasser le caca de son autre chien. Donc, elle avait 2 chiens? Elle avait 2 chiens, elle ramassait le caca de son autre chien. Puis pendant qu'elle était penchée, il y a un gars qui est arrivé avec son chien puis qui a décidé de laisser son chien aller voir son autre chien. Un grand classique, là. Ouais. Puis elle s'est retournée, son chien était dans la gueule de l'autre chien qui était en train de se faire secouer. Le gars, il a pris son chien dans les mains puis il est parti en courant. Impossible. Ouais. Puis ça a dû avoir des méchantes répercussions sur son chien. Là, oui. Puis, tu sais, elle a mis beaucoup de temps. Elle a investi du temps, elle a investi des sous. Elle a investi... C'est comme... C'est beaucoup de scrap, là. Oui, c'est beaucoup de choses comme ça que tu vois en fumée, faire comme... Puis là, son chien il est blessé physiquement. Ben oui, puis il y a des séquelles... Mentalement, probablement aussi. Là, après ça, la sévérité de ces blessures-là, il va falloir les évaluer, là, mais... Tu sais, c'est... Ouais, puis ça m'en vient au point que en grande ville, tu vas souvent avoir des quartiers qui vont pas être plus défavorisés, qui vont être peut-être plus propices au niveau d'erreur qui peut être fait, dans le sens qu'elle habite dans un quartier où... souvent, j'en ai des clients dans ce quartier-là, ben, tu sais, il y a même des piqueries supervisées, là. Dans le sens qu'il va y avoir beaucoup de toxicomanes, il va y avoir beaucoup d'itinérance, il va y avoir beaucoup de gens qui ont consommé, il va y avoir beaucoup... Donc, ça fait que, ben, le comportement des gens peut être grandement une influence
sur les chiens, puis comment que les chiens vont réagir face aux chiens. Ouais, exactement. C'est comme juste, je te contais tantôt, je m'en vais juste au dépanneur, le monde, oh mon Dieu, le beau chien! Ils se mettent à le flatter. Fait que, tu sais, quelqu'un en état, un état pas normal, cette personne-là peut crierait, être genre, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis, cette personne-là a genre un chapeau de forme avec une grande veste. On s'entend que ça peut faire pas mal plus peur aux chiens, qu'on se le dise, là. Ouais. OK. Ça peut être plus difficile, là. OK. Fait que souvent, ça va être un peu le défi. Ça va être ça peut être les quartiers, en fait. Ben, tu sais, là, dans ce cas-là, c'était le quartier en soi. Mais c'est ça. Pour répondre à ta question initiale, c'est sûr que mon premier conseil, oui, c'est de sortir à des endroits puis à des moments qui sont moins achalandés pour quand même essayer d'exposer le chien à des affaires positives, au moins c'est ça, exactement. Ouais, le moins de déclencheurs, donc le moins d'humains ou le moins de présence ou le moins de quantité d'humains possible. Mais, tu sais, on n'a pas de baguette magique, on peut pas dire, ben, tu sors... Je vais bloquer une rue, puis... Ben, c'est ça, exactement, je vais bloquer une rue, puis je vais demander à personne de passer, juste une personne à la fois, tu sais. Mais on peut venir travailler avec les environnements pour aider le chien à être exposé de façon à ce que ça soit moins difficile. On peut travailler à quand même, tu sais, je veux dire, il n'y a pas des humains à chaque pied carré, là. On est quand même capable de se dire, OK, on va se rejoindre dans ce parc-là à telle heure, à cet endroit précis, où ce que ton chien va être capable d'être exposé à un humain à tant de mètres, même si on a plusieurs. Puis après ça, ben, on vient jongler avec des techniques qui vont aider le chien à comprendre quand même ce qu'on veut, puis essayer de l'aider à travailler en dessous de son seuil de réaction le plus possible. OK. Puis, dans un contexte habituellement où, tu sais, on va aller traiter la réactivité, encore là, corrige-moi si je me trompe, vu que je ne suis pas intervenante, mais habituellement, c'est qu'on va aller voir si le chien va être vraiment, tu sais, rempli au niveau de ses besoins de base, au niveau des parties moteurs, tout. Dans le cas de, justement, à Montréal, où il n'y a pas nécessairement d'endroit où tu peux faire du off-leash, est-ce que ça, c'est une problématique? Comment tu peux l'amener au client de la personne, elle a un berger australien à Montréal. Son chien a très clairement besoin de se dépenser. Puis, ben, tu sais, souvent, on sait que, tu sais, probablement que le fait que ça se dépense pas de ce côté-là, ça a des répercussions ailleurs parce qu'il peut avoir de la frustration, il peut avoir X, Y, Z, là, I guess. Tu sais, tu fais quoi dans ce temps-là? Tu sais, comment, à Montréal, tu peux dire à tes clients, comment tu peux leur offrir de, genre, tu sais, ton chien, il faut qu'il en fasse de off-leash, il faut qu'il se dépense, il faut qu'il se brûle physiquement, là. Il y a besoin de plus qu'une marche, là. Ouais. Puis c'est vraiment un gros combat que j'ai. Comment le plus gros dilemme? Oui, puis c'est touché parce que des fois, c'est moi qu'il faut qu'il aborde de faire comme, OK, je fais mon évaluation, tu me dis c'était quoi une journée typique de ton chien ou une journée de fin de semaine, quoi que ce soit. C'est 2 puis marches moi, par j'observe, j'observe clairement que ton chien, tout ce qu'il vit dans sa vie, c'est une marche en laisse sur l'asphalte. Dans toute sa journée. Dans toute sa journée, dans toute sa semaine, dans tous ses mois. Ça pourrait fitter plus pour certains chiens, Chubby, pour être capable de vivre ça à 10 ans, faire sa petite marche par jour, mais quand on embarque dans... Mais c'est pas la majorité des individus, là, je veux dire, la majorité des chiens, problème ou pas, ont des besoins spécifiques qui doivent être comblés puis qui doivent être répondus à la base, comme problème ou pas. Encore plus pour des chiens qui peuvent vivre des problématiques, puis encore plus pour des chiens qui sont constamment en ville. Des chiens de travail aussi. Des chiens de travail. Des chiens typiques qui vont avoir déjà un besoin. On parle des bergers, on parle des braques, on parle des malinois. Toute la gang qui ont besoin de plus, en fait, que leur petite marche ou leur... Puis ça, il y en a d'adoption de chiens de travail ou d'adoptions qui sont mal faites, de chiens qui vont aller finalement vivre en ville. Puis il y en a plein aussi qui sont c'est bien, là. On parle beaucoup de négatifs. Mais on parle pas de la majorité. C'est ça, on parle pas de la majorité. Puis je trouve que la majorité du temps que j'ai des clients, c'est souvent les chiens ne font que... C'est leur seul moment à l'extérieur, c'est en laisse courte. Parce que, j'imagine que c'est la majorité des villes du Québec, là. Les chiens n'ont pas le choix d'être en laisse courte de 1,85 m. C'est 6 pieds, 5 pieds, 6 pieds au moins. Tant son temps qu'ils ne sont pas dans un espace où c'est permis, puis c'est souvent des parcs à chiens. Mais si on parle de chiens qui sont plus difficiles, sensibles, réactifs, sélectifs... Tu les amèneras pas au parc à chiens. Le parc à chiens, c'est pas vraiment un environnement qui est adéquat, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, encore une fois, il n'y a pas de recette magique sans risque. De ce que je conseille à mes clients, c'est vraiment de trouver des endroits où ils vont être capables de venir remplir les besoins physiques puis les besoins de liberté de leur chien. Puis ça, c'est souvent, de prendre la voiture puis d'aller ailleurs. Ce que je leur propose aussi des fois, c'est de trouver un moment qui est moins achalandé puis carrément de mettre une longe, donc une grande, grande laisse, puis on s'en va au parc puis fais-y faire ce que tu veux. Fais-y faire ce qu'il veut, en fait. Ouais, c'est ça. Laisse-les faire. Laisse-les faire. Suis-les dans ce qu'il veut faire. Exactement. Donc, s'il va aller à gauche, va à gauche. S'il va aller à droite, va à droite. Faire comme une marche exploratrice, en fait. Exactement. Donc, laisse-les vraiment aller à son rythme.
Puis sinon, genre, amène des jouets, fais-y faire autre chose dans l'environnement. Parce que souvent, ces chiens-là, ben, qui sont seulement en laisse courte à l'extérieur, c'est aussi les chiens qui vivent seulement des moments difficiles à l'extérieur. Ouais, parce que dans le fond, ils n'ont jamais de Non. si belle... Non, il n'y a jamais de moment autre que d'être en hypervigilance au bout d'une laisse courte, avec en plein train de, de faire comme... qui bouscule quasiment. Exactement. Tu sais, donc, leur période de jeu, leur période d'entraînement, c'est exclusivement à l'intérieur, puis dans une cour, au pire, s'ils en ont une, puis s'ils en ont une, souvent, c'est une petite cour. Puis même à ça, même s'ils jouent full dans leur cour, ce que je leur conseille, c'est va mettre une longe, va-t'en dans un parc, puis va jouer Fais-y faire autre chose à l'extérieur que d'être constamment exposé ou être en hypervigilance. Il va y avoir des humains qui vont arriver, il va y avoir des bruits qui vont arriver, il va y avoir des chiens qui vont arriver. Une grosse machine qui va arriver. C'est exactement. Donc, tu sais, d'y faire autre chose. OK. Mais c'est ça. Puis d'essayer de répondre aux besoins différemment. Donc, tu sais, on peut parler de la flirt pole, qui est comme une espèce d'outil de chat géant. Exactement. Donc, pour aider à satisfaire le sentiment de pourchasser. Manger des cognes dehors dans un autre environnement. Chercher des croquettes dans un autre environnement. Aller faire... tu sais, il y a quand même des petites forêts, des petites places à Montréal qu'on peut venir... mettre le chien en longe ou encore dans des quartiers plus industriels où est-ce qu'on peut venir mettre le chien en longe puis au moins c'est peut-être pas cute mais au moins il va quand même avoir un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de lousse. C'est ça, mais encore une fois, puis là c'est pour me protéger ici, c'est sûr que je le dis en toute transparence que les gens peuvent avoir une contravention quand ils font ça. Ah oui? Ben oui, si tu te fais pogner dans un parc avec une longe, ben alors que ton chien... t'es supposé avoir une laisse Exactement, tu peux avoir une contravention. Moi, personnellement, je prends le risque avec mon chien. Je vais dans des endroits clôturés que j'ai pas le droit d'aller. Puis, pour qu'il soit... Parce que j'ai pas vraiment de cours, pour qu'il soit dépensé suffisamment, adéquatement, pour qu'il puisse courir à grande foulée. Ça t'est déjà arrivé, de pogner une amende, ou jamais? Par rapport à ça, non. La seule amende que j'ai attrapée, c'était par la MAPAC dans une montagne, justement, de CEPAC, là. OK. Puis, j'avais une longe, je m'entraînais à terre. OK, c'était pas dans ta main, physiquement. Non. Ah, OK. Hein? Fait que c'est pas juste à Montréal que vous pouvez pogner l'étiquette, si jamais. non, c'est très sévère. C'est dommage parce qu'on paye probablement pour les gens qui ont abusé. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'était probablement quelqu'un qui a chialé sur la montagne, vu que c'était des sentiers quand même achalandés. Quelqu'un qui a pas aimé ça, mettre son pied par-dessus ma longe. Bon, ben, hein? OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment un peu... Ça, on pourrait dire, en fait, c'est pas mal le plus gros défi. Ouais, le plus gros défi, en fait, c'est d'offrir... De ce que j'entends. Ouais, c'est d'offrir des moments différents que des marches en laisse courtes et de courte durée aux chiens qui vivent en ville. D'offrir d'autres possibilités. Je sais pas si, des fois, le monde tu sais, comme... le savent ou s'en rendent compte avant d'être là-bas. Tu sais, mettons... Moi, je déménage à Montréal, tu sais, je ferais-tu genre, hey, c'est vrai, tu sais, j'aurais pas de place pour aller le promener, tu sais. Je sais pas si le monde, tu sais, c'est une fois qu'ils ont un chien qui font, oh fuck. Tu sais, dans le fond, tu sais, une fois que la réactivité est embarquée, puis que là, on se rend compte que c'est parce que, tu sais, il manque peut-être d'un peu de lousse, il manque peut-être un peu de stimulation extérieure, de stimulation physique, que là, le monde font comme, oh shit. Ça doit peut-être mener à des abandons aussi, veut pas, là, tu sais, qu'il se retrouve avec un chien qui se gère plus, mettons, on va reprendre l'exemple du berger australien, qu'il y a juste 2 marches de 15 minutes dehors par jour, ben, tu sais, lui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça doit se répercuter ailleurs, en fait, puis le monde sont comme, ben, tu sais, il y a pas tout le monde qui va aller faire 1 heure de route en char pour aller le dépenser, fait qu'ils vont faire comme, OK, bye! Ouais. Ben, je dirais que aussi, je pense, le détail que, ben en fait, la chose que je remarque, c'est, je crois que les gens ne remarquent pas que le temps extérieur ou l'activité physique va avoir un impact sur la réactivité. En fait, ils comprennent pas que... Puis on le sait tous que c'est pas juste ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu sors ton chien 1 heure de plus dehors qu'il sera plus réactif, là. On va juste mettre les points sur les i, là. C'est vraiment plus que ça, là. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, en tout cas. Mais que ça pourrait peut-être être évité aussi à la base. Oui, puis, tu sais, je veux dire, ça donne un break au chien. Break qui a vraiment un impact positif sur après ça, comment il va vivre les choses dans son environnement. Puis, je pense que c'est ça, les gens ont de la difficulté à se dire, ben ça va avoir un impact sur la réduction des problèmes de mon chien, le fait que je le fais dépenser plus ou que j'y offre des activités de meilleure qualité à l'extérieur, tu sais. OK, ils font pas le son de l'association. Non, on dirait qu'ils font pas le lien. Ou ils sont comme, tu sais, genre, toi, t'es ici, mettons, pour régler ma réactivité, pourquoi tu me proposes de faire plus d'activités masticatoires à l'extérieur ou de lancer des croquettes dehors?
Ouais, ils catcheront pas. Fait que là, il faut expliquer que, genre, ton chien, tout ce qu'il vit dehors, c'est négatif puis c'est du stress. On peut commencer par réduire le stress? Ouais, par des activités olfactives, cognitives, des activités qui répondent à son besoin. Puis après ça, il va être plus enclin. Si je prends un chien qui est constamment stressé, dans un environnement constamment en mouvement puis en achalandage, il faut que je commence à quelque part. Tu posais la question, comment on fait pour éviter l'achalandage? On va venir instaurer des activités qui vont permettre une réduction de stress. Puis une fois le stress baissé, le chien va être plus réceptif à ce qu'on va lui demander. Puis il va avoir une meilleure réponse, tu sais. Okay. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, des fois, non, j'aborde pas la réactivité directe, mais tout ce que je mets en place, c'est pour éventuellement ça va quand même agir là-dessus. Parce qu'il y a plein de cas que je peux dire, ben, je peux pas, on s'en va pas, puis on s'en va pas exposer ton chien sur chemin 24. Genre, si tu veux voir ton chien réagir, on va le faire, mais moi, je suis pas là pour ça, tu sais. Puis, tu sais, il y en a plein des chiens aussi, du fait que l'achalandage est tellement constant que s'ils ont une réaction après ça, ils sont aucunement résilients, donc ils sont pas capables de revenir à la réalité puis de faire comme OK, je continue ma marche, puis je fais autre chose. Tout le temps sur le high, exactement. Pas, là. Donc, parce qu'il y a toute une stimulation partout. C'est ça. Donc, tu sais, tout va être pire dans ce qu'ils vont croiser par la suite. OK. Fait que tu mettrais ça un peu, mettons, visuellement. C'est genre, on s'en va avec nos enfants à l'épicerie un samedi midi où ce que là, il pète sa lappe, puis là, il redescend pas, puis là, tout le monde est là, il y a plein de monde. Tu dois laisser le panier, puis tu t'en tournes avec. C'est ça. OK. Fuck les pop-tarts, on s'en va. Pop-tart à soir, mon grand. OK. Puis, mettons, toi, de tout ce que tu as vu, tu sais, dans tes clients, justement, là, t'en as-tu un que t'es pour dire, tu sais, c'est ton plus gros cas que, tu sais, que c'est venu, tu sais, comme un peu te chercher, là, que c'était, mettons, il n'aurait pas fallu qu'il soit à Montréal, là, ce chien-là, tu sais, le cas de réactivité était beaucoup trop gros, mettons, pour ce qui était, pas que c'était pas rattrapable, là, mais mettons que... Ben, j'en ai eu beaucoup des cas. J'ai eu des cas de médication, j'ai eu des cas de morsure, j'ai eu des cas de... Tu sais, les chiens finissent constamment par donner une petite réponse. Même si elle est très petite, on finit quand même de partir de quelque part puis de construire quelque chose. Il y a eu un cas en particulier, puis je pense que c'est le seul, où je trouvais pas de point de départ au chien. OK. Dans le sens que c'est un chien qui a blessé sévèrement des adultes qui ont terminé à l'hôpital parce que la porte était ouverte de la maison. C'est un chien qui... la porte était ouverte dans le sens qu'il a clenché dehors. Puis il a chargé la première personne qui passait avec un chien. Oh, OK. Ouais. Puis c'est un chien qui vivait à Montréal. C'est un chien qui avait un très haut taux de dangerosité. C'est un chien qui avait une fille avec qui était sa propriétaire principale, qui vivait chez ses parents. Puis sa mère, elle avait un chum, puis le chien n'était jamais capable de s'habituer au chum avec qui il vivait. Donc le chien et le chum devaient être constamment séparés dans leur propre maison. Par des barrières, puis tout ça. Parce que sinon, c'était dangereux. Le chien essayait de charger le monsieur tout le temps, qui vivait avec lui. C'est ça, c'est rare de voir qu'un chien est pas capable de s'habituer à une personne avec qui il vit, dans son propre domicile, dans son propre cercle de famille. Peu importe ce qu'elle pouvait aller, elle pouvait pas, parce que dans le fond, à Montréal, tu pouvais... Il y avait tout le temps quelqu'un, il y avait tout le temps un chien, il y avait tout le temps une grosse, puis à la maison, il y avait tout le temps le chum. Ouais, puis tu sais, il y avait genre il y a une plainte qui a été faite, après ça, il y a une évaluation de dangerosité qui a été faite, une demande d'euthanasie qui a été faite. Puis, tu sais, je dirais que j'appuyais la demande d'euthanasie. Okay, j'ai travaillé avec la fille. J'étais comme, tu sais, c'est sûr que moi, je veux travailler avec le chien avant de dire c'est un cas d'euthanasie. Ouais, non, c'est ça. Tu feras pas genre, non. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. Puis je trouvais que la fille aussi était jeune, puis trop sans expérience. OK. Puis aurais-tu pu être, tu sais, mettons, envoyer un refuge, tu sais, mettons, deuxième chance, où il était malheureusement trop brisé, peut-être? Non. OK, il était vraiment... J'aurais pas mis ce chien-là dans les mains d'encore une autre personne, puis qui vive un autre changement qui a été encore plus difficile sur... il y avait trop de danger pour repartir de zéro avec quelqu'un qui avait déjà fait du travail initialement avec ce chien-là. Puis, tu sais, peu importe, je pouvais, mettons, bouger juste comme ça, là, il me chargeait, là, dans la maison, là. Ouais, fait que, tu sais, Puis, tu sais, d'habitude, moi, je suis pas vraiment peureuse avec des chiens qui sont stranger danger, là, qui ont de la difficulté avec les étrangers. Souvent, je dirais, les premières minutes ou la première rencontre, je leur demande de laisser tomber la laisse, puis chasser à l'aise pour avoir un contact avec le chien ou sans nécessairement que ce soit une interaction physique, là, ou de l'entraîner ou quoi que ce soit.
Mais lui, il a toujours été en laisse en ma présence avec sa muselière. OK, à ce point-là. Puis y a-tu déjà eu une attaque contre toi malgré qu'il y avait sa muselière? Ouais, il chargeait, direct. C'était le premier comportement que je choisissais, c'était de charger. C'était fight, là? Ouais. Tabarnou. Ouais. C'était-tu un gros chien? Ouais, c'est un gros chien. Okay, en plus, c'est un gros labrador mix d'après moi, là, au moins 80 livres. Là, OK, fait quand même, c'est pas un c'est chien que tu peux repousser facilement si jamais il y a quoi que ce soit. Exactement, tu sais. Fait que, fallait qu'elle soit capable de le tenir aussi. Là. Il y avait un gros enjeu de sécurité pour le public. Puis, je pense que ça devient... Pour sa famille directement, tu sais. Ben oui, en plus, son chum pis tout, là. Ouais. Ouf! Hey, ça doit être rough quand même, là. Fait que je dirais que c'était un des plus gros cas, dans le sens que ça a été, c'est ça, difficile. C'était difficile de voir du progrès, là. Même s'il était sur Puis il était médicamenté, il était, tu sais, on l'entraînait, elle essayait de tout faire, il y avait un mini-cours, mini-appart, tu sais... Fait que c'était tough. Là. Beaucoup de morsures, des graves morsures à son actif aussi. Là. Ouais, c'est pas juste un petit snap-nap, là. Non, c'est ça. Ouais, ben, pour ça se rendre à l'hôpital, moi, j'ose croire que c'était... ouf! Ouais. OK. Fait que, mettons, on va dans un sujet un peu moins trash. Encore une fois, Montréal... Ouais, c'est ça. Faudrait que je mette un effet sonore. On parlait tantôt, justement, un peu ce qui était problématique, c'était justement qu'il n'y avait pas beaucoup d'accès à faire du off-leash, des choses comme ça. Mais est-ce que... on sait, à Montréal, il y a énormément de buildings. Même, je pense que... Je sais pas encore, ça n'a aucunement rapport. Mais est-ce que c'est vrai, là? Faut pas que le building le plus haut, faut que ça soit la petite croix. Il n'y a pas un petit... Non, hein, ça t'en pas pantoute. Non, mais il y a une petite statue, là, sur le bord du parc Mont-Royal. Ça se peut-tu? Ben, la croix est sur le Mont-Royal. Ouais, mais ça se peut-tu? Il faut pas qu'il y ait des blocs plus élevés que ça? Je pourrais pas te dire. Non? Bon. Je connais pas l'historique. Ben, ce que me semble, fun fact, gang, ça a l'air que dans le temps de je sais plus trop quoi, il fallait pas qu'il y ait aucune bâtisse qui soit plus haute que ça pour protéger de je sais pas quoi. On va trouver l'information. Ouais, on va trouver l'information. On va aller faire une recherche, on va mettre ça en lien. C'est ça. Mais donc, où je voulais en venir avec ça, c'est que justement à Montréal, il y a énormément de buildings. Puis, ben, veux pas, les gens doivent avoir des chiens dans des buildings au 89e étage. Ça, est-ce que tu en avais souvent des cas comme ça? Est-ce que tu en voyais souvent aussi? Oui, j'en vois souvent, en fait. Puis c'est ça qui arrive aussi, c'est que les gens cherchent peut-être quelque chose de plus récent, plus rénové, plus à jour, plus beau, plus au centre-ville. Fait que là, ça finit par être dans des condos où l'immeuble accepte les chiens. Donc, il y en a plein de chiens dans le condo. Tu sais, il y en a plein. Ben oui, mais là, oh non, mon chien est réactif. Non. C'est ça. Donc, oui. Puis, il y a aussi une étude là, qui a été faite, une étude scientifique qui a été faite en République tchèque, qui parlait justement du type de logement qui avait un effet là, directement sur le comportement et sur le bien-être des chiens. Puis, ce qu'on voit souvent à Montréal, c'est que ça soit, mettons, un appartement où il y a peut-être un quadruplex ou un sixplex, mettons, ben que souvent, ben, ça va être des vieux apparts, des vieux immeubles où les chiens ont accès de façon auditive à même les bruits qui proviennent de l'extérieur ou qui proviennent des autres voisins. OK? Donc, c'est des vieilles bâtisses, donc ils vont entendre les chiens japper de l'extérieur, ils vont entendre les chiens japper dans le building, Fait que, tu sais, des fois, les chiens qui vont être réactifs aux autres chiens ou aux humains, ben ils sont même à l'intérieur, alors que ça devrait être un endroit où ils ont un break. Ils sont quand même exposés. Dans leur... ils sont quand même exposés de façon auditive, mais aussi visuelle. Parce qu'ils peuvent regarder par la fenêtre puis ils voient tous les chiens passer toute la journée. Mais ça ne désensibilise pas un peu d'entendre tout le temps les chiens? Non, même pas eux autres. Non, j'ai énormément de cas de jappement à la fenêtre, là. J'en ai beaucoup. Beaucoup? Vraiment beaucoup de cas de jappement à la fenêtre. Puis même si on se concentrait sur la réactivité à l'extérieur aux chiens, ça n'impacte pas nécessairement les jappements à la fenêtre à l'intérieur. Ça peut aider, mais souvent, s'il n'y a pas de travail fait à l'intérieur, ça se fera pas tout seul. OK. Ouais. Fait que, tu sais, il faut faire attention à cette exposition-là. Puis l'autre aussi, type de logement qui peut être hyper problématique, quand je parlais des immeubles, justement, à condos qui sont peut-être un peu plus récents puis tout ça, souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, la personne, que ça soit un chien réactif ou un chien, un puppy, donc on vient d'adopter un chiot. Starby. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, les personnes vont sortir du condo, ne sont pas directement dehors. Va sortir du condo, il faut qu'ils passent à travers un couloir étroit, qu'ils aillent dans un ascenseur, descendent en bas, passent à travers un hall d'entrée pour finalement sortir à l'extérieur.
Donc, le fait de ne pas pas que ton avoir... chien ait le flux, hein, parce que C'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais, si propreté, vraiment plus difficile. Frustration à avoir à l'extérieur, vraiment plus difficile. Au niveau de tout ce qui est réactivité ou stress... croisée dans un petit couloir. C'est ça. Tu sais, quand on parle des zones, de la distance, de désensibilisation progressive, il n'y a rien de ça qui rentre en jeu quand on parle d'un couloir full étroit ou d'un ascenseur où ce que tu dois être, genre, encabané dans un carré avec un chien ou un humain avec qui tu n'es pas confortable. Ouf! Ouais, l'autre option, c'est de prendre des escaliers. Mais des fois, mes clients sont dans des étages qu'ils peuvent 89e. Pas. Ben là, ils peuvent pas. Là, on n'est pas dans Fort Boyard, là, tu sais, on peut pas faire ça tout 4 fois par jour. Là. Moi, il s'est réfléchi que je faisais avec Starby qui avait le flux à toutes les heures. Là. Écoute, le workout, là, quand t'as fait ça dans le gym. Tu t'en viens culturiste à la fin de la, à la fin de ta semaine. Ben, c'est ça. Fait que ça devient difficile, c'est que souvent, les chiens ils ont un stress élevé. Ils sont même pas rendus à l'extérieur encore. Ils ont même pas sorti dehors, puis ils ont déjà explosé. Fait qu'imagine le reste de la marche commence comme ça. Tu sais, fait que c'est ça qui est difficile. Puis est-ce que ça peut amener un chien à ce qu'ils veulent plus sortir? Il y en a qui peuvent l'association de, tu sais, ils savent qu'il va croiser un autre chien dans le couloir, qu'il doit prendre l'ascenseur, que, tu sais, mettons un chien qui est stressé d'aller dans l'ascenseur, et là, ça doit rentrer un méchant trigger, il faut le descendre, là. J'en avais un en particulier qui était un schnauzer blanc. Moi, avec des yeux bleus. C'est une race? C'est comme un albinos? Un albinos de... Peut-être, sérieux. En tout cas, il était tout blanc, puis avec les yeux bleus. Fait que ça devait être comme un... C'est ça, là, une espèce de... le petit blanc de la portée. Ouais, c'est ça. On sait pas trop ils sont d'où, là. La mère a peut-être sur ta barrière une soirée, on sait pas. Fait que c'est ça. Puis lui, aussitôt, là, il savait, là, aussitôt qu'il y avait un indice qui pouvait relever qu'il fallait qu'il sorte dehors, il s'en allait en dessous de la table, puis ne refusait de bouger. Oh, boy! Ouais, c'est souvent ce que je vois aussi, c'est relié avec le harnais puis la laisse. Là. J'ai beaucoup de chiens qui sont inconfortables à la mise du harnais. Là. Ouais, mais ça c'est 90%, je pense, des chiens. Ouais, mais je pense que c'est mal intégré, en fait. Mal intégré. Très, très, très mal intégré. C'est intrusif. Même moi, c'est l'outil là, de marche que j'adore le plus puis que je vais toujours recommander en premier. C'est juste intrusif parce que souvent, il passe par la tête puis tout ça. Fait que les chiens n'aiment pas ça. C'est mal entraîné. Ça a été... encore une fois, surutilisé sans entraînement. Fait que c'est plus difficile. Je dirais que c'est rare, là, les cas où les chiens vraiment refusent catégoriquement de sortir à l'extérieur parce qu'ils doivent passer par un couloir. C'est rare, je te dirais. C'est déjà arrivé, mais je dirais pas que c'est la majorité. OK, bon, au moins. Ouais, je dirais que pour elle, il y a plus un enjeu de mise du harnais que de sortie directement à l'extérieur. OK. Puis, fait que là, tu sais, on est beaucoup dans, tu sais, justement, ce qui est un petit peu plus négatif, de être dans les zones urbaines, où, justement, tu sais, il y a beaucoup de construction, gens, etc., mais il doit sûrement avoir des bons côtés. Oui, ben c'est sûr que pour les chiens qui vivent des problématiques, c'est sûr que l'environnement urbain, souvent, a un impact négatif. Bon, ça a été dit. Après ça, ce qui peut être intéressant pour les chiens qui sont sociaux, qui ont du plaisir à côtoyer des humains ou des chiens, c'est que c'est peut-être plus accessible au niveau de faire une playdate, ou au niveau des déplacements pour rencontrer des gens puis des chiens. Donc, quand que je parle de playdate, c'est pas nécessairement des sorties au parc à chiens, là, c'est plus, mettons, on s'en va sur le groupe Facebook du quartier Huntsic, puis on se dit « Hey, moi, je m'en vais au parc à telle heure, est-ce qu'il y a des gens qui veulent me suivre? » Souvent, on va avoir des réponses, tu sais. Souvent, ça va être plus facile d'organiser des périodes de jeu comme ça. Ça va être plus facile peut-être de faire des marches ensemble parce que le monde sont plus proches, donc moins de déplacements à faire, donc plus accessible. Je dirais aussi que le nombre de services est plus élevé. Donc, par exemple, garderie, pension, cours de groupe, différents cours justement ça peut être de détection d'odeur ou peut-être de sport également. Il ne doit pas avoir beaucoup de sport traction. T'sais, même, mettons, frisbee, il n'y a pas vraiment de place pour ça. Traction, vélo, je sais pas, ils peuvent pas vraiment, tout ce qui est bikejering. Même l'hiver, skidjering, trottinette, tu fais sûrement pas ça à Sainte-Cat, là, avec ta trotte, là. Non. J'aimerais ça, bon, ça, non. Hey, j'aimerais ça. Cher. Challenge accepté. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi que les sports là, qui nécessitent plus de place puis tout ça, ils font moins. Je pense que peut-être canicross, ça peut être fait par des quartiers. Là, justement, ça va courir avec des chiens. Mais je parle plus peut-être qu'il y ait cours d'obéissance à ce moment-là. Peut-être garderie, pension, garderie de jour, boutique pour animaux, qui offre peut-être des services, toilettage, puis tout ça. Fait que je dirais que ça, c'est peut-être plus accessible pour nos chiens qui sont... Que versus en campagne, des fois, que le premier voisin était à 4 km. Là. C'est ça. Donc, peut-être que de subvenir aux besoins
jouer avec ses congénères ou de voir des humains est peut-être plus difficile pour des gens qui, justement, habitent en campagne. Ou que ça va être plus difficile de se déplacer, plus difficile de rencontrer, la fréquence est moins élevée à laquelle le chien peut peut-être se dépenser avec ses congénères. Ce qui peut avoir un impact super intéressant sur les chiens qui vivent la frustration aussi. Ah, ben oui. Fait que je dirais que c'est le positif. C'est ça, exact. C'est ça. Moi, c'est pas mal ça que ça... J'essaie d'en penser à d'autres, bien. Mais c'est ça. Puis, on parlait aussi tantôt au niveau des répercussions que ça avait au niveau du bien-être. Je pense qu'on parlait au niveau des clients, des chiens. Ça, peux-tu nous en parler un peu, les répercussions au niveau, mettons, quand tu as un chien à Montréal? Oui, ben je dirais que les répercussions, il y en a des répercussions au niveau de la santé mentale, je pense, des gens. Écoute, le nombre de... Malheureusement, là, le nombre de clients que j'ai eu en consultation qui ont pleuré là, devant moi, quand même beaucoup. Je dirais pas que j'en ai à chaque semaine, mais j'en ai quand même beaucoup. Puis ça, je trouvais ça vraiment... Ils sont comme à bout? Ils sont à bout. Des fois, c'est peut-être aussi... Des fois, je suis la dernière option, tu sais. Puis il y avait besoin d'aide pour hier, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça peut être plus tough. Mais, c'est ça, comme je te dis, je dis pas que c'est à chaque semaine nécessairement, puis j'ai été... mais c'est pas rare. Non, puis il a fallu que j'apprenne à me protéger, là, si on veut, là, avec ça, parce qu'au début, j'avais le goût de brailler avec eux. Hein. Ben oui, c'est ça. Quelqu'un qui pleure devant moi, je suis comme... c'est ça. C'est ma broyer à deux. C'est comme pas le temps, c'est pas le temps que je braille moi avec, tu sais. Puis là, il faut que je sois... tu sais, faut que je reste comme impartiale, si on veut, là, puis que j'amène... Qu'on comprenne son point, mais il faut que je reste neutre, puis que je sois capable de dire, OK, voici le côté positif, voici le côté négatif, puis, tu sais, d'être comme honnête par rapport à tout ça aussi, là, tu sais, de pas avoir de parti pris, que ce soit le chien ou l'humain. Fait que ça, je trouvais ça difficile, puis clairement, ben, le fait que nos chiens, qu'on vit avec eux, des fois 24 heures sur 24 maintenant, avec les gens qui sont en télétravail, ont un impact direct sur notre bien-être. Là. Donc, si le chien n'est pas bien, si le client n'est pas capable de prendre en main la problématique, ne sait pas quoi faire, qui vit constamment les problématiques de son chien, ben ça fait des humains qui sont en colère. Ça fait des humains qui sont souvent, quand ils sont en colère, sont tristes, ils ont moins de patience. Moins d'empathie. Donc, souvent, j'ai beaucoup de gens aussi qui ont de la difficulté à comprendre quelle est la nature du comportement, pourquoi le chien agit ainsi. Donc, ils sont plus dans, justement, d'avoir de la difficulté à... sont empathiques, tu sais, ils ont de la difficulté à comprendre, puis à comprendre qu'est-ce que leur chien vit, qui est souvent de la détresse, tu sais. Puis pour eux autres, ça serait donc clair et donc, genre, voyons. Ouais, c'est ça. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que ça crée de l'isolement chez le chien et chez l'humain. Tu sais, l'humain qui va avoir un chien qui va être réactif aux étrangers, ben il va inviter moins de monde à la maison. Il va aller voir moins de monde parce que son chien est seul. Ça devient un peu comme un cercle vicieux. Ouais, il va sortir moins de possibilités de trouver des ressources pour garder son chien quand on a un chien réactif aux étrangers ou encore même un chien réactif aux chiens. Je dirais même un chien tout court. Moi, je sais même pas où je le fais garder le mien. Ben vraiment. Tu sais, moi c'est quelque chose que j'ai toujours rushé, là, que je manque beaucoup de ressources pour garder Ziggy parce que je pourrais pas le pitcher dans une pension. Là. Ouais, c'est ça. On a des excellentes, là, je sais que c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas avec mon chien, là, tu sais, je veux dire... Puis, toi, t'as-tu d'autres services que les comportements, ben, dans le fond, que des consultations, tu fais-tu, mettons, des marches éducatives, la pension, ben là, je pense pas, à cause de... Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est ça. Mes services, c'est vraiment consultation à domicile, consultation par vidéoconférence, donc... peu importe où que les gens se retrouvent là, sur la planète. Personne en Chine? Ouais, c'est ça. En tant que tu parles français. Ouais, c'est ça. Cours de groupe, puis après ça, ben, j'ai des services style entraînement individuel. Là, donc, ça rentre un peu dans la marche éducative. Là, donc, si les gens veulent juste focusser ou miser sur la marche, ben c'est ça que je fais. Je prends le chien, je vais l'entraîner. Quelqu'un qui pourrait pas, justement, parce que t'as un auto, sûrement? Oui, tout à fait. Je travaille beaucoup sur la route. Ouais, c'est ça, j'étais à Loïs. Je me déplace beaucoup. Fait que mettons quelqu'un qui a pas de... Ben oui, tu es venu ici de chez nous en plus. Voyons. Non, j'ai fait 2h30 de route en vélo. Tu le pousses, tu te gardes. Ça roule. Mais est-ce que des fois, ça peut être... Tu sais, si tu as un service que tu offres, de dire, OK, ben tu sais, tu peux peut-être pas, t'as pas d'auto, tu peux pas aller dépenser ton chien, justement, dans une zone plus... où que le chien peut être plus libre. Est-ce que toi, tu fais les services de genre, OK, ben tu sais, je vais faire un genre de comment t'appelais ça? Entraînement individuel où je prends ton chien puis je vais aller le dépenser, je vais le travailler en même temps. Ouais. Ben en fait, j'y vais vraiment par ce que les clients ont besoin. Tu sais, c'est ce que le chien a besoin, le client a besoin. Je viens vraiment adapter par rapport en conséquence de. Donc,
Oui et non, ça dépend vraiment parce que ça va dépendre aussi du temps que j'ai. Donc, si, mettons, mon client habite justement centre-ville, puis il veut que j'aille le promener en forêt, ben c'est énormément de déplacements. Ouais, Là. non, c'est ça. De retour, après ça, le temps d'entraînement, après ça, le temps de déplacement. Le cash, tout, là. Ben, c'est ça. Ça va ben, c'est ça. là. Donc, tu sais, mes services sont vraiment adaptés à ce que les clients veulent puis ce que le chien a besoin. Fait que je suis vraiment capable là, de m'ajuster en conséquence. OK. Ah, mais c'est très cool. Très cool, très cool, très cool. Ben, je pense qu'on a pas mal fait un peu le tour, en fait, là, de ce qu'on voulait voir au niveau, dans le fond, au niveau des réactivités plus en mode urbain. Est-ce que tu avais